Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors Michel Billet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Où va le monde? Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que je vais vous laisser vous présenter en fait tout simplement. Alors me présenter, Michel Billet, sociologue spécialisé sur les questions relatives au handicap, et j'aimerais ne pas oublier d'écrire handicap au pluriel, parce qu'autrement vous imaginez l'espèce de construction effrayante que l'on fait et qui noie tout dans la même réalité, alors que les situations sont tellement différentes. Être sourd, être aveugle, voyons. S'il me fallait choisir, comment je ferais? Donc voilà, handicap au pluriel, question relative à la vieillesse, à l'avancée en âge de la population, mais je fais exprès de dire vieillesse, parce que je revendique d'être vieux, et que vieux, vieille n'est certainement pas un mot auquel nous devrions accorder un sens péjoratif, au contraire. Et puis, je ne peux comprendre, ou du moins essayer de comprendre ce que vivent mes contemporains lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes liés au handicap ou liés à l'avancée en âge. Je ne peux comprendre ce que vivent mes contemporains que si je regarde la transformation de nos réalités familiales, des structures familiales. Donc je garde trois mots, handicap au pluriel, vieillesse au pluriel, parce que nos vieillesses sont différentes, famille au pluriel, parce que nos familles sont incroyablement diverses. Alors justement, la première question qui me vient, c'est est-ce que vous trouvez qu'il fait bon vieillir en France et en général en Occident? Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis des années, j'ai toujours entendu qu'en Asie ou en Afrique, la place des vieux, on pourrait dire, en tout cas vieillir là-bas serait, on serait dans un meilleur contexte, on serait moins mis à l'écart, on serait peut-être même dans une place favorable. Est-ce qu'on est dans un mythe ou pas, et où on en est? C'est une question que je me pose, notamment au Japon. J'ai entendu dire que les maisons de retraite fleurissaient, que dans les Antilles aussi, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la culture qui se modifie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Question gigantesque. Au Japon, oui, il faisait certainement très bon vieillir. C'est le pays du monde qui a l'espérance de vie sans doute la plus élevée aujourd'hui, soit. Un film vient de sortir, il est intitulé Plan 75. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, l'idée, c'est une fiction bien sûr, l'idée que, au-delà de 75 ans, on pourrait payer les vieux pour qu'ils se donnent la mort et laissent la place aux autres. La balade de Narayama nous promenait déjà dans des univers bizarres où finalement il fallait bien que les vieux disparaissent. Alors, le Japon, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller y vieillir. Alors, en France, en Europe, fait-il bon vieillir? Oui. En tout cas, il pourrait faire bon vieillir, surtout si on faisait évoluer sans doute les représentations que l'on a de la vieillesse. Et pour prendre d'autres comparaisons, par exemple avec les pays d'Afrique ou avec... Allez, il me semble que, oui, sans doute, aujourd'hui encore, parfois, les réalités que peuvent vivre les plus âgés dans certaines régions, certains pays, sont préférables à ce que nous pouvons leur donner à vivre en France. Mais attention, tout se transforme, les mêmes causes produisent partout les mêmes effets. Je veux dire que la mécanisation des modes de production, l'industrialisation, ça a entraîné une extraordinaire urbanisation et par conséquent un exode rural. Nous, c'est comme ça qu'on a parlé. Ailleurs, on parlera d'exode des populations. Allez, ça,
on a déplacé les populations. Ce faisant, qu'est-ce qu'on a fait? On a la société, l'évolution sociétale est venue disloquer les univers familiaux traditionnels. Ça veut dire que la modernité, finalement, elle n'irait pas dans le bon sens pour s'occuper du vieillissement, on va Elle dire. va certainement vers un éclatement des univers familiaux, une dispersion de ces groupes familiaux, et l'urbanisation a entraîné une modification de l'habitat, des habitats. Alors en 1950 en France, on habitait 3 générations sous le même toit. C'était d'ailleurs pas forcément merveilleux à vivre pour tout le monde. Oui, on va avoir l'image que c'était magnifique, mais en même temps... Voilà, on a gardé une espèce d'image d'Épinal. Voilà. Attention, il faut voir en particulier ce que pouvaient avoir à vivre les femmes, sur qui reposaient. Bref, 3 générations sous le même toit, merveilleux. Ouais, allez, aujourd'hui, allez donc vivre à 3 générations sous le même toit. Oui, ça existe, bien sûr, oui, mais c'est devenu rare, très rare, et ça se raréfie encore. Et comment pourrions-nous imaginer cela dans des habitats au 15e étage d'une tour HLM, dans un appartement de type F3, où un couple doit vivre avec 2 gamins? Comment ferait-il pour accueillir la maman d'un des 2 membres du couple, le père, la mère, le couple? Il n'y a pas de place, tout simplement. Donc, évidemment, à la sortie des années 60, au début des années 70, on a commencé à transformer ce que l'on appelait les hospices, qui accueillaient les vieux en état d'indigence. On les a transformés en maisons de retraite, c'est-à-dire en maisons pour que les vieux puissent aller y vivre leur retraite. Il n'y avait plus de place pour eux. Ces transformations des univers familiaux ont induit un changement de statut pour les personnes âgées. Elles étaient dans l'univers ancestral, elles étaient censées avoir le pouvoir, la propriété de l'exploitation agricole, la propriété de la ferme, la propriété du bâti, la propriété... Terminé. Ben oui. Elles n'ont plus tout cela. N'ayant plus la propriété, elles n'ont plus le pouvoir. N'ayant plus le pouvoir, où vont-elles? Là où elles peuvent. Alors, d'abord dans les dépendances de la ferme, puis dans une petite maison, puis, pourquoi pas, la maison de retraite, puis les maisons de retraite sont devenues des EHPAD. Allez, ben vous irez vieillir en EHPAD. Mais il me semble que cette évolution du monde, à laquelle il faudrait ajouter une formidable distanciation géographique, à laquelle il faudrait ajouter encore de plus en plus une distanciation numérique, d'accord? Eh bien, ces distances multiples font que mes enfants ne peuvent vivre, trouver du travail, etc., qu'à 100 km, 200 km, 500, 5000, dans un autre pays, un autre continent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment plus. Ça ne veut pas dire que je... Mais évidemment que ils sont bien obligés de partir. Ils reviendront, peut-être, mais quand ils reviendront, serai-je encore en vie? Et quand ils reviendront pour habiter ou pour... Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire... Mais comment ferions-nous pour vivre ensemble alors que les contraintes du monde dans lequel nous sommes, de fait, ont dispersé ces réalités familiales? Louis Roussel, sociologue, parlait de l'évolution familiale en utilisant le terme de famille incertaine. En 1990, il avait raison, certainement. Moi, je crois qu'on peut aller aujourd'hui jusqu'à parler non seulement de cette incertitude dans les relations familiales, mais de virtualisation de la famille. La famille est devenue, comme beaucoup d'autres réalités de nos vies, une sorte de réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de lien. Le numérique peut même être mis au service de la relation. Attention, si nous n'y sommes pas très vigilants, il se pourrait qu'on nous fasse croire que le numérique pourrait remplacer la relation. Et dans ce cas-là, que resterait-il de ces familles? Vous voyez, les formes familiales
se sont transformées et la nature des relations familiales est en train d'évoluer aussi. Ce que vous dites m'a fait penser à ces familles issues de sociétés plus collectivistes au Maghreb Oui, et qui ont un fonctionnement où on peut retrouver encore 2-3 générations sous le même toit et qui, en rencontrant une autre partie de la famille qui vit en France depuis 2-3 générations, ne se comprennent pas. évidemment. Avec une culture arabo-musulmane, mais qui n'est pas vécue de la même manière, puisque quand la grand-mère vient en France s'installer chez la fille ou la petite-fille, ça fait conflit. Exactement. Alors que ça ne ferait pas du tout conflit au pays. Enfin, c'est ce qu'on en dit, en fait. Oui, c'est ce qu'on ça. en dit. Ça ne ferait pas, ou plutôt ça n'aurait autrefois sans doute pas fait. Voilà, c'est ça, en fait. Mais évidemment. C'est ça, parce que j'entends souvent que finalement, comme on dit, au bled, on peut en avoir marre de ce fonctionnement, puisque la médiatisation fait qu'on voit aussi d'autres façons de vivre par la télévision, des familles, et qu'il est compliqué d'avoir la belle-mère quand on veut avoir des relations intimes avec sa femme ou son mari. Les mêmes causes produisent petit à petit l'émergence des mêmes modèles partout, et nous nous conformons, qui que nous soyons, à ces modèles idéologiques, finalement, qui deviennent dominants et qui s'imposent à nous. Nous nous y conformons, parfois par choix, parfois par absence de choix. Mais il est intéressant aussi que l'histoire nous fasse parfois croire que, en fait, c'était une belle époque. Oui, où tout le monde vivait ensemble et c'était super. On se demande qui raconte l'histoire et selon le point de vue de qui. Il faut là-dessus réécouter ce texte extraordinaire de Jean Ferrat. On se marie tôt à 20 ans et on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre ménage et la vaisselle, le monde peut battre des ailes. On n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans ces dimanches qu'un costume ferait repasser quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger, quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prises comme un marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Fait-elle envie ou bien pitié? La condition féminine, la condition de ces femmes, dans ces années 50, 60, ce texte de Ferrat, il est extraordinairement lucide sur la condition féminine. On élève le niveau de l'émission, merci. J'aimerais aller sur un autre thème. Il y a un modèle, ça aussi, ça fait partie des questions qui m'ont animé. Un modèle qui semble assez fascinant, qui viendrait des pays nordiques et qui propose que les plus jeunes et les plus vieux se retrouvent ensemble, vivent ensemble. Il n'y a encore pas si longtemps, j'ai entendu dans l'actualité qu'on parlait d'ouvrir des crèches dans les EHPAD, etc. Voilà. Dans une optique de garder les plus petits sous un certain œil, et puis ça stimulerait sur le plan cognitif, affectif et social, finalement, les personnes âgées, mais aussi les enfants. Bon. Pourquoi je vous parle de ce modèle? Déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Évidemment, je pense que ce sera assez positif, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi j'en entends parler depuis des années et que je ne vois rien apparaître. J'ai toujours l'impression que c'est des projets pilotes. Ça fait 15-20 ans que j'entends parler de ça. C'est la grande révolution du monde. Ça n'arrive jamais. Est-ce que c'est un mythe qui ne peut advenir et être incarné que dans les pays nordiques? Voilà, je me pose cette question-là. Ça semble aller sous le bon sens, puisque quand on va au boulot, on ne sait pas quoi faire des gosses, on ne sait pas quoi faire des vieux, et que en fait les deux pourraient être heureux de cohabiter, de se rencontrer, de se connaître, de moins avoir peur l'un de l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi ça bloque? Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur tout ça, Michel. Et j'aime bien l'analyse que vous en faites. Ça aussi, c'est d'une complexité merveilleuse. On fonctionne souvent en France en référence à des modèles. Alors, les modèles nordiques... On a fait l'Asie, l'Afrique, et là on fait les pays nordiques. Voilà. Bien sûr, et puis le Canada, il ne faut pas oublier le modèle du Canada. Ah ouais, tout est parfait. Où il y a d'ailleurs des choses formidables, d'accord, mais pas que. Voilà. Ah oui. Et en France. Et il faut que ça s'applique. Mais bien sûr. Parce que tout ne s'importe pas brut de pomme. Et oui. Alors, ces modèles qui nous viennent des pays du Nord,
oui, c'est une réalité là-bas, certainement beaucoup plus développée que ce que nous avons développé, nous, où nous avons eu, au cours du XXe siècle, une formidable tendance à diviser les générations, à mettre en série les populations, et où finalement on fait exister les enfants avec les enfants, les adolescents avec les adolescents, les jeunes adultes avec les jeunes adultes, les vieux avec les vieux, etc. Et tout devient très difficile à chaque fois que l'on veut. Les jeunes fuguent et dépriment entre eux, voilà. Les vieux se sentent tous exclus, alors que finalement, en mélangeant, peut-être qu'on aurait un meilleur cocktail. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour de multiples raisons, ce mélange est très difficile à réaliser. Il y a des raisons culturelles, nous ne savons plus le faire, il faut le réinventer. Et quand bien même nous saurions encore le faire sur un réseau de relations familiales, c'est tout autre chose de le faire avec des gens que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés, avec qui on ne partage pas une histoire, voilà. Et éventuellement, ça peut être beaucoup plus difficile. Cependant, oui, il y a des expériences positives de partage intergénérationnel, de partage de l'habitat intergénérationnel. Oui, ça existe. Il y a des expériences en France, pas très nombreuses, très souvent des expériences provoquées par des femmes qui cherchent autre chose. C'est pas être très étonnant, elles ont souvent l'initiative, d'accord, et en plus, elles pensent à leur propre vieillesse, elles qui ont une espérance de vie un peu plus élevée que celle des hommes, elles qui ont épousé un homme souvent plus vieux qu'elles et qui par conséquent, quand elles voient arriver leur vieillesse, se disent « mais moi j'ai 20 ans devant moi ». Et puis s'occupent des enfants aussi, peut-être un peu plus, donc, quand même, évidemment, encore une fois. Donc souvent, elles prennent des initiatives de ce type-là. Alors, habitat partagé, on imagine un organisme HLM qui met à disposition de quelques locatrices ou locataires ou couples locataires sur le même palier 3 ou 4 appartements. Allez, on imagine 4 appartements. Il y en a 3 qui vont être occupés par chacun 1 ou 2 personnes, et puis il reste un appartement, il est disponible, qui va servir d'espace partagé, dans lequel on aura 2 chambres, parce qu'après tout, mes enfants, je vais aller habiter là-bas, mes enfants, combien de nuits viendront-ils passer chez moi chaque année ? 2, 3 ? Allez, peut-être pas la peine d'avoir une chambre exprès pour que mes enfants viennent 3 nuits par an. Donc, si on a un appartement auquel tout le monde peut avoir accès, et ben voilà. Donc, ce modèle-là, oui, il fait envie. Oui, de temps en temps, des gens le concrétisent. Et on voit, comme cela, un habitat partagé, des colocations qui commencent à se multiplier. Et puis il y a l'envie aussi, parce que moi j'ai pu entendre des étudiants qui pouvaient accéder à la location à un prix raisonnable. Oui. Et puis la fameuse phrase, alors excusez-moi, il y a de la tendresse dans ce que je vais dire, de ces vieux que vous allez voir à la maison de retraite et qui vous disent « mais moi je veux pas y aller ». Dans ce salon, il n'y a que des vieux. Mais bien sûr. Et j'ai pas envie de voir ça. Bien sûr. J'ai envie de voir autre chose. Bien sûr. Je me dis que ça répondra à la question. Mais en même temps, vous me parlez de projet. Pourquoi on a si peur de ça ? Pourquoi ça met autant de temps à se mettre en place, quoi ? C'est la question moi, qui me saisit depuis le début. Vous êtes en train de me démontrer une évidence, on est tous d'accord, et qui ne serait pas d'accord serait un peu étrange dans cette histoire. Tout le monde y trouverait son compte. Il me semble que si on en a peur, c'est tout simplement parce qu'on a désormais globalement peur de vieillir, d'accord ? Parce que nous avons pris l'habitude de regarder la vieillesse comme cette période de la vie qui nous rapproche de la mort, au lieu de la regarder comme cette période de la vie qui nous sépare encore de la mort. Or, si je la regarde comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort, j'en fais l'antichambre de la mort. Et je commence à mourir tout de suite, puisque de toute façon je vais mourir demain, ce qui n'est pas très enviable évidemment, pas très réjouissant, surtout pour les jeunes.
Alors Donc il vaudrait mieux fermer la porte. Alors que, Ce sera un mécanisme pour se protéger, c'est ça? Absolument. Parce que à côté de ça, on a quand même tous les scandales des maisons de retraite, qui Oui. est un peu comme la protection de l'enfance, Oui. revient de manière lancinante. Bien sûr. Alors on a peur, on est effrayé, une semaine après on a oublié, ou 6 mois Exactement. après. Et Bien je me sûr. dis que ça devrait répondre à ça tout de même. Mais il me semble que cette peur, elle engendre une espèce de gigantesque culpabilité chez nos contemporains, des générations 50 ans, 60 ans, qui voient leurs parents entrer en EHPAD, ils n'ont pas d'autre choix, d'accord? Ils se sentent coupables, et cette culpabilité, elle nous aveugle, elle aveugle cette génération-là, et les aveuglant, elle les rend incapables de voir le meilleur et le mauvais. Le meilleur des EHPAD, parce que il y a aussi du meilleur dans les EHPAD, et le pire des EHPAD, parce que oui, parfois il y a pire dans les EHPAD, et on l'a vu avec le bouquin de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Mais il me semble que cet aveuglement nous rend incapables de porter un regard positif sur la vieillesse dans une société qui, globalement, construit cette image négative de la vieillesse, et je vais le caricaturer avec une formule à la Coluche, même si elle n'est pas de lui, à peu de choses près. Nous sommes désormais dans une société qui ne nous autorise à vieillir qu'à une condition, rester jeune. C'est absurde. Pourtant, c'est bien cette injonction qui nous est faite de vieillir et de rester jeune, qui fait que vous avez le droit de vieillir, mais il ne faut pas que ça se voit. Alors vous allez mettre non seulement des crèmes anti-rides... Ça peut être apprécié que vous soyez vieux, mais que ça ne se voit pas et qu'on soit étonné de votre âge. Voilà, ouais. D'accord. Et on vous dira, ah bon, t'as 80 ans? Ah mais ça se voit pas. C'est la question de l'esthétique du visuel. Et ben voilà, d'accord. Et on va non seulement mettre des crèmes anti-rides, mais désormais des crèmes anti-âge. Et l'expression anti-rides, elle était déjà incroyable, mais anti-âge. C'est bien contre l'âge qu'il faut lutter. D'accord. Il y a en France des diplômes de médecine, des diplômes universitaires de médecine anti-âge. Anti-âge. Voilà. Donc on a, ça y est, vous avez le droit de vieillir. On essaye quand même de faire des recherches pour atteindre l'immortalité. Eh ben voyons, le transhumanisme. Quand on embauche des jeunes de 20 ans, on aimerait qu'ils aient 15 ans d'expérience. Bien sûr. Donc à l'intérieur, c'est intéressant, mais à l'extérieur, ça ne doit pas se voir. Et à 45 ans, vous allez rentrer dans le plan de maintien des seniors dans l'emploi. Ouais. Ben voyons. Finira senior à 30 ans, ça continue. Mais exactement, enfin. Bon, vous voyez, il faut pas que ça se voit, faut pas que ça se sache, d'accord, faut pas que ça pose de problème, et puis allez, faut pas que ça coûte, d'accord. Et donc, pour pas que ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça que la vieillesse devient détestable, à cause de cette espèce de regard incroyablement négatif qui se construit de regard sociétal, qui se construit sur la vieillesse, puisque toutes les dépenses qui sont faites pour aider, soutenir, accompagner, soigner les vieux sont considérées comme des charges, au lieu d'être considérés comme des investissements porteurs d'emplois directs et indirects, porteurs d'emplois bien sûr, et porteurs de relations, porteurs d'échanges qui ne se réduisent pas à des échanges économiques, mais d'échanges affectifs, d'échanges culturels, d'échanges humains, tout simplement. Et si nous regardions ces dépenses non pas comme des charges, mais comme des investissements porteurs d'avenir, eh bien, il me semble qu'à ce moment-là, on pourrait même dire qu'après tout ces dépenses, on pourrait les faire grandir, parce que cet investissement serait fructueux dans tous ces domaines pour l'avenir. La vieillesse, c'est notre avenir. Cultivons-la. La gestion de la culpabilité m'est venue dans ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui me rappelait ces familles qui visitent leurs parents très peu, et puis c'est comme ça, sans le juger, mais qui peuvent devenir détestables avec le personnel, parce que finalement,
elles s'en veulent probablement un peu elles-mêmes, et puis il faut bien qu'elles s'énervent contre quelqu'un. Mais bien sûr, et ça me fait penser, une dame avec qui je discutais dans un EHPAD il y a déjà quelques années, je me souviens qu'elle avait 93 ans, et elle, au cours de l'échange, elle fond en larmes à un moment, me prend la main et me dit « Que voulez-vous ? C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. » Voilà. Elle avait intégré la culpabilité d'être encore vivante. Voilà, elle est une charge. Et si on la regardait avec ce regard positif que j'essayais de donner tout à l'heure, en lui disant « Vous êtes une chance pour les générations qui suivent. » Ah, alors, elle pourrait se regarder vieillir de manière autrement réjouissante. D'autant qu'on va faire, on cherche l'histoire, on va dans les bibliothèques, on ouvre les bouquins, on veut comprendre, et en même temps on a des gens qui pourraient répondre, qui sont dans les pattes d'en face, à qui on ne parle plus. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Exactement. Et puis c'est facile à dire. J'ai une dernière question autour de vos spécialités, parce que vous êtes quand même un être un peu spécial. Vous vous intéressez à deux thématiques qui sont le handicap et le vieillissement. Et je me dis que vous vous intéressez probablement à deux trucs qu'on essaie de foutre sous le tapis, qui culpabilisent, qui mettent mal à l'aise. Des fauteuils roulants, des cannes, des béquilles, des déambulateurs, tout ça, c'est pas très vendeur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? Est-ce que, finalement, moi je me suis demandé si on n'éloignait pas un peu tout ce qui était la limitation, le rapport à la mort. Comment vous comprenez, vous, tout ça ? Je me suis même d'ailleurs dit qu'on se battait pour essayer de remettre au devant de la scène le handicap et le vieillissement, mais que tant que l'humain existera, je me suis demandé si c'était pas un peu vain, et que c'était pas sa manière à lui de se cacher la vérité sur sa finitude. Voilà, je me suis demandé ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis venu à ces sujets-là, personnellement, à cause de mon histoire familiale, personnelle. C'est parce qu'un de mes frères, un peu plus jeune que moi, a fait une encéphalite à l'âge de 6 mois, qui a laissé des traces, etc. Et par conséquent, il est devenu, à l'époque, on disait un arriéré, un attardé, et puis après, on a dit un inadapté, puis on a dit un handicapé. Mais quand j'étais tout gamin, à 4-5 ans, mon père me disait « Michel, occupe-toi de ton frère ». Voilà. Et me revenait, vers 6-7 ans, ce passage de Victor Hugo retraçant l'histoire de Caïn et Abel. Caïn tua son frère. Oh, vous vous rendez compte, Caïn, et quand Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, etc. D'accord ? La parole de Jéhovah qui le rappelle tout le temps. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Et Caïn qui lui répond, suis-je donc le gardien de mon frère ? Bon, le jour où j'ai répondu ça à mon père, il m'a filé une paire de baffes. Et là, il était dans la tombe et regardait Caïn. Exactement, bien sûr. Et donc, suis-je donc le gardien de mon frère ? Eh bien, oui. Oui. Lévinas le dit très différemment en nous disant, tu es responsable de ton frère. Eh bien oui, responsable, pas coupable, responsable. Voilà, nous sommes responsables les uns des autres, et au fond, c'est là-dessus que se base la fraternité républicaine, la solidarité qui en découle. Fraternité, solidarité, responsabilité, voilà. C'est pas quelque chose qu'on aurait perdu justement dans notre culture occidentale. J'entends souvent des Africains qui me disent finalement l'éducation de l'enfant est l'affaire de tous, et qui pourraient me dire qu'en France les enfants font des bêtises et personne les regarde et personne s'en sent responsable. Alors, je ne crois pas qu'on l'ait perdu. Ouais. Je crois qu'on est en train de le perdre, que l'on pourrait le perdre. Ouais. Attention, mais il n'est pas trop tard pour réagir. Il n'est pas trop tard pour se parler entre générations. Il n'est pas trop tard pour que les vieux racontent, pour que les jeunes interrogent, pour que les jeunes inventent l'avenir avec les vieux et non pas sans eux, etc. Un exemple, le rapport à l'environnement. D'accord ? Formidable souci pour les jeunes. Ah, ces salauds de vieux qui ont pollué la planète. Non, on nous a fait croire que c'était mieux d'acheter un moteur diesel, que c'était mieux de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique.
On nous a fait croire, ça y est, on a compris, jeunes et vieux, on a compris. Alors, ensemble, inventons un rapport à la planète qui nous permettra demain, par exemple, un rapport à la planète. Mais c'est vrai pour la pauvreté, c'est vrai pour 1000 questions comme cela, c'est vrai pour les populations qui sont en situation de handicap. L'expression situation de handicap, elle est remarquablement intéressante parce qu'elle nous permet justement de regarder non seulement la personne, mais la situation. Voilà. Ce qui l'entoure, c'est-à-dire ce sur quoi nous, tous, quel que soit notre âge, nous pouvons tenter d'intervenir, de modifier pour que demain soit meilleur qu'hier. Et avons une responsabilité. Et oui, n'y renonçons pas. Le pire, ce serait d'y renoncer. C'est vrai pour les handicapés, c'est vrai pour les vieux, même chose. Et c'est vrai pour une multitude de situations problématiques. Donc, moi, je ne sais pas ce que sera le monde de demain. Et vous enchaînez d'emblée sur ma dernière question. Où va le monde, Michel Billet? Eh bien oui, merci, mais je ne sais pas. Je sais où j'aimerais qu'il aille. Ah. Et moi, j'aimerais qu'il aille vers un monde où, justement, la fraternité républicaine se déclinerait en solidarité qui nous permet de cultiver un lien et de se reconnaître une dette. C'est ça la solidarité, se reconnaître, ce lien qui nous unit, qui que nous soyons, hommes, femmes, jeunes, vieux, etc. Et au nom de ce lien, se reconnaître une dette dont évidemment nous avons à nous acquitter les uns envers les autres, qui que nous soyons. Et dans ce monde-là, alors, il se pourrait qu'il fasse bon vivre, puisque à cause de ce lien de solidarité, nous aurions non seulement pris soin les uns des autres, mais nous aurions pris soin de ce monde qui nous entoure, de cet environnement qu'il nous faut certainement prendre en considération pour avancer demain. Écoutez, Michel Billet, merci d'avoir répondu à nos questions. Les paroles étaient sages et en tout cas m'ont amené à pas mal de réflexions. Je suis sûr que ça aura un très bel écho auprès de nos auditeurs. Merci à vous. Merci.